Bienvenue sur Finwave et dans le tout premier épisode de Flash Markets, votre point hebdomadaire pour prendre la température du marché en quelques dizaines de minutes. Aujourd'hui, on va explorer les mouvements clés des marchés boursiers et du marché des crypto-monnaies avec une analyse fondamentale et une petite analyse technique et on va faire un focus plus important sur les États-Unis. Allez, c'est parti, on commence par le marché américain. On est sur le graphique hebdomadaire du SP500. On remarque effectivement qu'on a subi une baisse de moins 1,53%, c'est cette bougie-là, cette semaine sur le SP500. Le RSI d'ailleurs, il nous montre qu'on a une force acheteuse qui est en forte baisse, avec les vendeurs qui deviennent de plus en plus importants sur ce marché de par leur présence. Donc pour ceux qui ne savent pas, le SP500 c'est l'indice boursier le plus utilisé pour représenter le marché américain. Si vous voulez, il concentre les 500 premières entreprises américaines avec donc la plus grosse valorisation boursière aux États-Unis. Bien sûr, il y en a d'autres, des indices comme le Dow Jones et puis le Russell 2000 ou le Nasdaq 100 que vous devez connaître. Du côté justement du Nasdaq 100, pendant qu'on en parle, c'est pareil, on a une baisse significative cette semaine. Comme on le voit là, on est sur une bougie à moins 2,39%, comme vous le voyez en haut de l'écran, sur la semaine. Donc c'est un petit peu plus exacerbé parce que c'est normal, on a des valeurs plus technologiques, c'est plus concentré cet indice que le SP500. Là, on a 100 entreprises du secteur technologique principalement. On remarque d'un autre côté qu'on a la moyenne mobile 50 période qui a été touchée ces 3 dernières semaines. On est vraiment très très loin de toucher les moyennes mobiles 100 et 200 qui sont généralement des indicateurs très intéressants pour acheter sur du long terme si on cherche vraiment à investir pendant des périodes de crise comme on l'a vu en 2022, comme on peut le remarquer aussi sur 2020 pendant la crise du Covid. Ça, c'est vraiment souvent des très bonnes zones d'achat qui vont être confirmées aussi par d'autres indicateurs, bien sûr, pour acheter sur du long terme et venir un petit peu améliorer la performance de nos investissements tous les mois si on est un investisseur long terme. Donc là, on en est vraiment très très loin, donc pas vraiment d'alerte pour le coup sur le SP500. On est sur des baisses certes significatives, mais qui restent non significatives sur le long terme. Alors si on s'intéresse justement à savoir un petit peu d'où vient cette baisse du SP500, on voit en s'intéressant à la heatmap des actions américaines qu'on a très peu de secteurs qui résistent, mis à part à la limite le secteur des énergies, du commerce au détail également, et puis quelques autres secteurs un peu plus marginaux. Mais sinon, globalement, l'économie américaine prend un peu une petite baffe cette semaine. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la baisse du marché américain, elle n'est pas du tout due à des facteurs microéconomiques, c'est-à-dire cantonné à un secteur en particulier ou à une entreprise en particulier, mais plutôt voilà, à l'économie américaine au sens large, donc plutôt des raisons géopolitiques et macroéconomiques. Et en l'occurrence, ce qui a provoqué une baisse du marché américain cette semaine, c'est les différentes décisions commerciales et économiques de Trump depuis son arrivée au pouvoir. En fait, il a lancé plusieurs mesures drastiques sur tout ce qui est droits de douane sur les importations américaines pour essayer de solidifier à long terme le tissu industriel américain. Son objectif, effectivement, c'est de forcer un certain nombre de grands groupes qui font du business aux États-Unis à installer leurs usines justement aux États-Unis pour favoriser l'économie américaine, l'emploi pour les Américains, et puis récolter encore plus de recettes fiscales, parce que du coup les entreprises étrangères paieront des impôts sur le sol américain. Le problème, c'est que quand on impose des droits de douane importants sur les produits qui viennent de l'étranger, toutes les entreprises américaines qui ont des fournisseurs étrangers, elles vont payer plus cher ces produits et ces matières premières. Et donc du coup, soit elles vont devoir augmenter leur prix pour maintenir leur marge, soit elles vont devoir baisser leur marge. C'est assez compliqué sur le court terme, effectivement, avant adaptation, pour les entreprises américaines de pallier à ce problème-là. Sur le long terme, ça peut être intéressant parce que du coup, les fournisseurs, ils seront désormais sur le sol américain. Donc il n'y aura plus d'histoire de droits de douane qui viendront augmenter les coûts pour les entreprises. Mais voilà, sur le court terme, ça fait mal à l'économie américaine parce que les marges des entreprises, elles sont affaiblies et donc les résultats, ils sont moins importants que prévu.
Et puisque les marchés, c'est-à-dire en fait les actionnaires majoritaires, hein, c'est eux qui représentent le marché, ils n'aiment pas l'instabilité dans les revenus et puis les mauvaises nouvelles, et ben, ils vendent des actions d'entreprises américaines actuellement pour aller investir ailleurs, pour conserver en fait leurs objectifs de ratio risque sur rendement. En fait, il faut bien comprendre comment fonctionnent les gros actionnaires, hein, ce qu'on appelle finalement la smart money. Comme vous le voyez ici, je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif. Donc ces gros actionnaires, bah, qui sont-ils? Globalement, on va retrouver dans les actionnaires importants les fonds de pension, surtout aux États-Unis, avec des sociétés de gestion comme BlackRock, qui vont donc gérer et investir de l'argent pour la retraite des Américains. On a les fonds d'investissement aussi, hein, qui peuvent être accédés à travers des plans d'épargne de retraite, mais aussi simplement par des plans d'investissement divers et variés. Et après, on a les fortunés, hein, qui ont vraiment un impact significatif sur le marché, comme des personnes du style Warren Buffett, des grands investisseurs. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Bah, vu que en général, sauf pour les fortunés, les fonds, ils vont avoir un mandat qui va les obliger à respecter un certain nombre de règles en termes de risque et de rendement, eh bien ils ont donc des objectifs justement à respecter en ce sens. Et donc ils vont avoir souvent une stratégie, hein, pour le fonds. Ça va être par exemple de minimiser la volatilité du fonds, de maximiser le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe en fait c'est un ratio qui donne le rendement de l'investissement ou du portefeuille pour une unité de risque. Et donc pour justement constamment respecter justement ces critères, eh bien, ils vont avoir tendance à vendre certaines positions, en racheter d'autres, en fonction des nouvelles macroéconomiques qui apparaissent et des événements de marché. Et donc c'est pour ça que à chaque fois qu'on a des informations clés qui arrivent sur le marché, il y a des mouvements. C'est parce que la smart money, les acteurs du marché qui sont extrêmement importants et qui ont un impact fort, vont opérer ces changements pour toujours être en phase avec ce qui leur a été demandé dans leur mandat. Voilà, et ce qui est stipulé dans leur stratégie. Alors, même si effectivement on a remarqué que le marché américain actuellement était plutôt en baisse, hein, depuis ces dernières semaines, il faut quand même prendre du recul, hein, notamment pour les investisseurs qui m'écoutent et qui investissent sur le marché américain sur du moyen long terme. L'économie américaine, là, comme on va le voir ici, elle reste quand même très solide sur le long terme et elle représente une part gigantesque dans l'économie mondiale. On le voit très bien ici, hein. Vous avez 27,72 trillions de dollars, ça c'est le produit intérieur brut des États-Unis. Donc vous voyez la liste juste à gauche, on retrouve la Chine juste après avec 17,79 trillions de dollars. Et puis juste derrière, une liste de pays, y compris la France, qui sont très très loin des deux premiers et des États-Unis. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Les États-Unis sont une économie extrêmement importante, l'économie la plus puissante du monde. Donc sur le long terme, ça reste un très bon choix. D'ailleurs, si on s'intéresse au Dow Jones, hein, qui est l'indice le plus ancien pour représenter l'économie américaine et ses entreprises, bah, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on peut quand même s'en inspirer pour comprendre, parce qu'ici on a un historique depuis 1896, donc 129 ans, que le marché américain est très haussier sur le long terme, même si on a des crises fréquentes de temps en temps. C'est d'ailleurs des opportunités pour faire des rachats. Et donc le fait de rester discipliné, d'investir sur le long terme et d'avoir de la patience, ça paye énormément sur le long terme. Et comme j'y faisais référence pendant ma première vidéo, c'est absolument critique donc d'investir son argent régulièrement. Maintenant que vous savez que en prenant du recul, on se rend compte effectivement que ce qui se passe actuellement sur le SP500, en tout cas sur un horizon long terme, n'est pas si grave. Bah, on a une autre information, hein, qui nous le démontre plutôt bien, avec ce qu'on appelle le VIX. Donc ça, c'est l'indicateur de volatilité. C'est un peu un indicateur de peur du marché. Moi, je vais me le remettre plutôt sur un horizon un mois. Toc. Et en fait, ce VIX, il est plutôt intéressant, pareil, hein, pour savoir quand est-ce qu'on peut acheter quand on est dans des phases de crise. Parce que comme vous pouvez le voir, alors là c'est 2020, donc la crise du Covid. Ça va être 2008-2007, donc c'est la crise des subprimes. On retrouve même 99 ou 98, c'était la crise financière asiatique de mémoire.
et 2002 également. Ce qu'on remarque, c'est que globalement, quand le VIX est dans des zones absolument élevées de volatilité, eh ben, on tombe pile sur des zones très intéressantes d'achat sur le long terme sur les indices boursiers. Et là, en l'occurrence, pour vous rassurer un petit peu, on est extrêmement bas, on n'est pas du tout dans ces zones critiques. Donc ce qui se passe actuellement fait mal, hein, bien sûr, quand même, mais on n'est pas du tout dans un crack, quoi. Donc voilà, pas d'affolement, continuez à investir régulièrement, ça vous fera un prix d'achat lissé pour ceux qui, voilà, qui investissent sur le long terme. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de signaux d'alerte extrêmement importants. Il y a peut-être même voilà, des opportunités d'achat, même sur le moyen terme, qui sont tout à fait intéressantes. Donc voilà, le VIX, globalement, retenez que ça fait partie des indicateurs très utiles pour repérer des crises, où il devient justement intéressant de sortir un peu de ses économies pour acheter des actions à des prix dérisoires. Mais on s'en parlera un peu plus dans une autre vidéo. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager. J'ai hâte d'ailleurs de vous les transmettre. Mais c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas tout faire tenir dans une vidéo. Mais voilà, retenez que c'est un indicateur tout à fait avantageux. Si on s'intéresse maintenant à l'Europe, donc à l'Eurostoxx 600, qui lui aussi est un indice important pour représenter le marché européen, parce qu'il va répertorier les 600 entreprises avec les valorisations boursières les plus importantes en Europe. On a quand même une belle reprise hein, depuis le début de l'année, comme on le voit ici sur l'Eurostoxx 600. Donc c'est plutôt positif pour les investisseurs européens après cette espèce de range là qui a duré pendant 2 tiers d'une année et qui était assez douloureux. Par contre, cette semaine, on a quand même moins 0,38% sur l'Eurostoxx 600. Ça, effectivement, malheureusement, c'est un petit peu l'interdépendance des grandes économies mondiales, hein, et c'est dû, je pense, aux États-Unis. C'est ces fameuses décisions de droits de douane qui impactent beaucoup le business des groupes européens qui commercent sur le sol américain. Un très bel et en tout cas peut-être macabre exemple de cela, c'est Stellantis qui, après avoir souffert, comme on le voit ici, d'une image de marque qui s'est fortement affaiblie à cause des problèmes de motorisation, et bah là cette semaine, comme vous le voyez en haut au milieu de l'écran, moins 6%, une belle cartouche de moins 6%, à cause encore une fois des droits de douane qui ont été imposés sur les importations dans tout ce qui est automobile, à nouveau par Donald Trump. Donc voilà, hein, c'est un exemple de l'impact, en tout cas sur du court terme, de ces politiques sur le business que vont réaliser des groupes européens aux États-Unis. Du côté de la heatmap de l'Eurostoxx 600, si on prend un peu de hauteur, bah, on a un bilan assez mitigé hein, en Europe. Quelques secteurs résistent bien à Trump, notamment certaines boîtes d'énergie. Donc ce qu'on voit ici, ça va être tout ce qui est pétrole et gaz, et puis les utilities. Les services financiers aussi, on a quelques bancaires qui s'en sortent bien. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les biens de consommation, le luxe, et puis tout ce qui va être fabrication et pharmaceutique s'en sort très très mal et sont fort impactés par les risques sur la continuité du business aux US. Donc ce qu'on vit actuellement, hein, ça nous montre bien à quel point la mondialisation, elle crée des liens de dépendance très importants entre les différentes économies majeures de ce monde. Après, voilà, tout comme pour ce que je vous disais sur le marché américain, si on prend un peu de recul, alors cette fois-ci sur la courbe de l'Eurostoxx 50, qui est pour le coup un indice beaucoup plus concentré, bah, on prend conscience que voilà, ça reste des chutes à court terme et que l'investissement sur le moyen long terme il paye. Hein. Si vous regardez en monthly, là, c'est que c'est quand même. Il y a quand même des sous à se faire, hein, vous voyez bien ici. Hein. On est quand même arrivé assez haut. Donc voilà, sur le long terme, gardez foi, mais c'est vrai que ça peut être dommage pour des profils d'investisseurs qui vont tenter à faire un petit peu du moyen terme, voire du court terme. On a quand même quelques petites surprises intéressantes hein, en Europe, comme les bancaires, Thales également, une boîte extraordinaire qui ne cesse de prendre de la valeur sur le long terme et qui a connu un énorme boom suite à la guerre en Ukraine et récemment les prévisions d'achat massif des armées européennes en matériel militaire. Ce qui est vachement intéressant en économie et en bourse, c'est que c'est toujours un peu un jeu à somme nulle.
C'est-à-dire que chaque bouleversement économique ou géopolitique va affaiblir certaines entreprises et faire profiter d'autres. Donc si vous choisissez de faire du stock picking, c'est-à-dire aller chercher quelles vont être les actions qui vont le plus performer sur le moyen terme, et bah, comprendre ces rotations sectorielles des capitaux d'une entreprise à une autre en fonction des événements, ça va vous permettre d'obtenir des performances nettement supérieures aux indices si voilà, vous êtes bon là-dedans évidemment. Parce que honnêtement, même en Europe, on a vraiment des pépites comme LVMH ou Airbus qui sur le long terme proposent des performances super intéressantes parce que bah, elles ont des résultats excellents. Par exemple, LVMH a un ROS de 22%. Donc ça c'est en gros le ROS, le Return on Sales, c'est le taux de marge opérationnel. Et Airbus, pareil, hein, très très belle courbe comme on le voit sur le long terme. Et Airbus va avoir à peu près 10% de marge opérationnelle. Alors que tous deux, LVMH et Airbus, c'est des entreprises manufacturières et industrielles, donc c'est des marges excellentes pour ce type d'entreprise. Ça leur permet de faire croître la valeur de leurs actions sur le long terme. Alors justement, c'est intéressant de comprendre comment se forme la valeur d'une action. En fait, la valeur d'une action, elle est composée de deux éléments précis. On a la book value, donc ça c'est la valeur comptable en fait des actions de l'entreprise détenues par chaque actionnaire, c'est-à-dire la valeur des bénéfices qui leur incombe, qui leur appartient. Et la market value, donc ça c'est la valeur de marché, c'est la valeur qui est attribuée par les analystes, par le marché et son opinion, en fonction des prédictions financières de l'activité de l'entreprise. Voilà. Donc même si les prédictions financières sur la croissance de l'entreprise sont plutôt stables, c'est-à-dire que les marges en pourcentage ne vont pas forcément augmenter énormément, bah, si la book value elle augmente et que globalement l'entreprise a quand même une plutôt bonne réputation en termes de solidité financière, eh bien la valeur de l'action elle va augmenter. Voilà. Donc c'est intéressant de comprendre ça parce que ça permet de comprendre pourquoi parfois certaines entreprises qui n'ont pas de croissance sur leur marge ou des croissances significatives sur leur chiffre d'affaires parce qu'elles ont atteint un seuil de maturité vont quand même avoir leurs actions qui vont prendre de la valeur. Parce qu'en fait la book value, c'est-à-dire les bénéfices qui appartiennent aux actionnaires, eux ne font que croître. Voilà. Si on se concentre maintenant sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, on remarque du côté du Bitcoin, le roi du marché, une belle chute depuis le plus haut de janvier 2025 à 109 000. On a effectivement à peu près moins 30% de performance là depuis ce plus haut. Et cette semaine, bah, la chute a l'air plutôt de continuer avec moins 4,5% de performance sur la semaine en cours. Le RSI, lui, de son côté, il va montrer aussi une force acheteuse qui est largement en perte de vitesse, avec les vendeurs qui deviennent effectivement majoritaires là, sur cette période-là. Et on a quand même eu pas mal de volume, comme on le voit ici, sur ce mouvement baissier. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait des vendeurs en grande quantité sur ce mouvement baissier. Si on se rend sur Crypto Bubbles, donc ce petit site qui présente les performances sous forme de bulles, bah c'est pareil pour Ethereum, pareil pour les autres altcoins importants, qui en général ont tendance malheureusement à suivre le Bitcoin quand ça baisse, et parfois à mieux performer que le Bitcoin quand le marché à l'inverse est en hausse, si des informations prometteuses leur sont associées. Du côté des informations du Scalpex Index, on a toujours un Fear and Greed en bas à gauche qui est plutôt dans la peur. On a eu une majorité de flux vendeurs, ça vient tout juste de changer, on est en neutre, mais on a quand même une majorité de flux vendeurs dans l'order flow et un open interest qui reste quand même assez baissier, voire stable. L'open interest, en fait, c'est un indicateur qui va donner le nombre de positions, c'est-à-dire d'ordres d'achat ou de vente qui sont actuellement en ligne. Et donc plus cet indicateur a une valeur élevée, plus la tendance en cours, on va dire qu'elle suscite de l'intérêt et qu'elle est forte. Ce qu'il faut bien garder en tête, ça c'est très important, c'est que le marché crypto il est vraiment très particulier dans son fonctionnement, contrairement au marché boursier notamment. Il faut comprendre que c'est un marché qui est très difficilement prévisible, parce qu'il n'y a pas vraiment de données fondamentales derrière sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour prendre des décisions comme avec des entreprises sur le marché boursier. C'est un marché en fait qui est fortement influencé par les mouvements de sa communauté, par des nouvelles, des news qui sont un petit peu émotionnelles.
Et il est peu régulé ce marché, ce qui va permettre aux ce qu'on appelle les whales, donc les baleines, les acteurs qui ont vraiment un rôle important sur le marché, de pouvoir le manipuler assez facilement. En plus de ça, puisque c'est un marché qui est assez jeune, il n'y a pas énormément de volume, donc ça va amplifier la force des tendances. C'est pour ça qu'on va voir énormément de volatilité et des pourcentages à la hausse comme à la baisse qui sont plutôt élevés. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais vraiment attention sur ce marché, j'évite le court terme. Je l'ai appris par expérience et mon approche, c'est plutôt de faire du moyen long terme en attendant des zones d'achat intéressantes. Là où tout le monde finalement est plutôt en panique, c'est là que je vais acheter. Il y a une très bonne image qui aide à comprendre un peu ces mécanismes, qui consiste voilà, à s'armer de patience pour saisir les bonnes opportunités. Et c'est ce qu'on appelle la Wall Street Cheat Sheet. En gros, c'est une courbe qui montre, si vous voulez, les différents niveaux émotionnels parcourus par l'investisseur au fur et à mesure. Et à mesure en fait qu'un cycle de marché, donc c'est-à-dire une tendance haussière ou une tendance baissière, va prendre son cours, eh bien on observe différents passages émotionnels de l'investisseur non expérimenté. À mesure que le prix de l'actif en question va augmenter, eh bien l'investisseur il va passer par l'espoir, l'optimisme, l'euphorie. Souvent il va acheter l'actif un petit peu trop tard dans ces niveaux-là. Et il va se retrouver en panique totale lorsque le cycle va s'inverser, que le marché baissier va arriver, parce qu'il a choisi d'acheter l'actif dans une zone de prix qui était beaucoup trop tardive et qu'il n'a pas su vendre au bon moment. Et nous, en tant qu'investisseurs avisés, ce qu'on doit chercher à faire, c'est acheter à peu près entre la zone orange là et la zone bleue. Parce que c'est là que le risque est le plus bas. Et que lorsqu'on achète en fait sur ces zones de prix, le risque que ça continue est extrêmement faible. Donc si on retourne sur la courbe du Bitcoin, moi c'est ce que je fais. J'attends patiemment que le cycle haussier se termine pour acheter dans une zone de rechargement qui va se trouver ici entre les 61,8% de retracement par rapport au plus haut et les 78,6% de retracement par rapport au plus haut. Pour l'instant, le plus haut il n'est pas défini, ça se trouve il est ici, mais il pourra très bien être plus tard là, en fonction de ce qui va se passer par la suite. Et quand ce plus haut sera défini, c'est qu'on aura au moins dépassé les 50% de retracement. Et c'est là que donc je serai à l'affût de cette zone-là pour racheter avant le prochain cycle haussier du Bitcoin. Et donc pourquoi, si on suit ce que je viens de montrer sur la Wall Street Cheat Sheet, eh bien parce que justement, c'est la zone qui se situait entre l'orange et le bleu comme on a pu le voir là, et donc qui permet derrière d'avoir un risque très faible que le prix continue à baisser et permet de profiter du prochain cycle haussier en s'étant placé dans une zone de prix qui est très intéressante. Alors pour résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui, les marchés boursiers sont en pleine crise à cause des décisions commerciales et économiques américaines qui ont eu un impact non seulement dans le pays mais à l'étranger. Sur le long terme par contre pas d'alerte, comme je l'ai dit, investir son argent paye si la discipline et la patience sont bien au rendez-vous, comme on l'a vu d'ailleurs avec la courbe du Dow Jones avec laquelle on a vraiment un historique sur du très long terme. Pour les investisseurs par contre qui font du stock picking, c'est important de comprendre les rotations sectorielles et d'utiliser peut-être l'analyse technique, donc l'analyse des courbes, pour rentrer au bon moment, mais ça doit vraiment être uniquement un moyen de trouver une bonne zone d'entrée, mais surtout pas une raison d'investir, l'analyse technique. C'est très important de comprendre ça. Côté marché crypto, donc comme on a pu le voir, personnellement j'évite toute spéculation à court terme, parce que c'est un marché qui est vraiment drivé par la demande et il n'y a pas vraiment de fondamental, de raison concrète derrière comme on peut l'avoir avec des entreprises. Et donc je vais chercher plutôt des opportunités de cycle avec de la patience. J'ai commencé à vous montrer quelques éléments de ma stratégie. Et si vous cherchez quand même à vous exposer au marché crypto en optimisant votre risque, ça peut être une bonne idée de vous inspirer déjà de ce que j'ai pu vous partager. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur ajoutée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner, ça me motivera fortement à poursuivre ce format. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Flash Market sur Finwave, et puis je vous souhaite de réussir dans vos investissements. Ciao!